Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous regarder sur Djoliba TV News. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission Le Train littéraire. Pour rappel, c'est le tout premier train littéraire qui se tient à l'espace La Pirogue. Justement, après plus de 5 ans d'activité à l'espace culturel La Gare, nous nous délocalisons, on va dire ainsi, à l'espace La Pirogue pour vous permettre de participer facilement à cette émission phare littéraire du Mali, mais aussi de la sous-région. Alors nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir un passager tout spécial à bord de ce tout premier train à La Pirogue. J'ai nommé M. Nouhou Sarr. M. Sarr, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir, il y a quand même un public charmant qui est sorti pour la cause certainement de la littérature, j'ose croire, mais aussi la cause de M. Nouhou Sarr. Un mot à l'endroit de ce public, M. Sarr. Merci et bienvenue à toutes et à tous. Merci à vous pour cette émission, pour l'invitation et la considération. Et merci à tous les amis, les passionnés de littérature qui sont venus participer à cette émission. D'accord. Merci donc à vous, M. Nouhou Sarr, pour ces mots de bienvenue à l'endroit donc de ce public charmant. Je donc rappelle que cette émission dorénavant a un partenaire. Il s'agit du port autonome de Conakry que je vous demande, mesdames et messieurs, de voici au passage. Voilà, le port autonome de Conakry, donc qui a bien voulu justement nous accompagner dans cette aventure. Nous avons justement la présence, en tout cas, des jeunes du club de lecteurs. Ils sont très nombreux cet après-midi à nous rejoindre. Merci d'applaudir pour le club de lecture. Voilà, merci à toutes ces personnes qui ont bien voulu justement venir partager ce moment de bonheur, ce moment de partage, ce moment d'échange avec nous. Alors, il est donc de coutume dans cette émission donc, de partir à la rencontre de notre auteur. Nous pensons qu'il y a pas mal de personnes parmi vous qui ne savent pas qui est notre auteur Nouhou Sarr. Avec votre permission, nous allons justement essayer de partager avec le public votre biographie, M. Sarr, si vous nous permettez. Ok, alors mesdames et messieurs, je rappelle que M. Nouhou Sarr est originaire de Bamako. Voilà, il est donc un juriste de formation, c'est un homme politique, il est aussi un ancien chargé de l'Institut républicain international IRI, basé à Washington aux États-Unis. Voilà, il fut l'un des hommes clés de l'opposition politique malienne de 2013 à 2020. Marié, père de 5 enfants, il est depuis le 5 décembre 2020 membre du Conseil national de transition CNT qui fait office d'organe législatif de la transition au Mali. Je rappelle aussi que M. Nouhou Sarr est le président d'un parti dénommé FSD. M. Nouhou Sarr, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels dans cette bibliographie que vous souhaiterez partager aussi, au cas où j'aurais occulté? Oui, le parti c'est FAD, pas FSD. Ah, ok, FAD. D'accord. FAD, FAD, c'est quoi déjà Front africain pour le développement. D'accord. Nous sommes fréquents sur la chaîne Djoliba. Je me pose la question comment vous pouvez vous tromper. Ça arrive. Ça arrive. Mais c'est pas grave. D'accord. Alors très bien, je pense que la précision et les détails, ce n'est pas FSD, c'est plutôt FAD. Merci. Alors je rappelle que M. Nouhou Sarr, vous êtes l'auteur de ce bel ouvrage intitulé Les Carnets de l'Histoire, lequel livre est édité aux éditions Djamana, Les Carnets de l'Histoire. Est-ce que cela sous-entend, M. Sarr, que l'espoir était perdu et que alors nous assistons à la renaissance de l'espoir en quelque sorte? Ce serait trop prétentieux de dire que l'espoir était perdu. Ceci dit, vous savez, dans la vie des nations, des hommes, l'élément indispensable, de mon point de vue, reste incontestablement l'espoir. C'est le seul élément qui est invincible. Et qui arrive à bout de tout. Après plusieurs années de méditation, quand nous pensions à mettre sur papier le contenu de cet ouvrage, nous avons réfléchi à beaucoup de titres. Nous avons jeté un regard rétrospectif sur notre passé. Surtout, vous voyez, dans ce livre, je l'évoque, le passé colonial du Mali. C'était extrêmement dur. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les moyens de déplacement modernes que nous avons aujourd'hui.
mais face à l'oppression coloniale, nos pères fondateurs ont résisté et ont défié l'oppresseur du temps colonial. Ils avaient comme arme, certes, le courage, ils avaient comme arme la conviction, mais ce qui les motivait plus, c'était l'espoir de lendemain meilleur pour notre peuple, de lendemain meilleur pour les futures générations. Et voilà, lorsqu'on regarde même l'histoire du monde, les peuples opprimés ne vivent que d'espoir, l'espoir de voir de meilleurs jours venir. Oui, parce que le monde aussi est fait d'espoir. Il m'arrive souvent de dire à certains de mes interlocuteurs que je rencontre souvent, lorsque nous perdons d'espoir, mieux vaut le se pendre. Je pense que c'est trop dit, mais un homme qui vit sans espoir quand même, c'est difficile. Alors, vous nous permettrez, avant de rentrer dans le vif du sujet, M. Sarr, je vois que ce livre a été préfacé par l'ancien Premier ministre, Dr Zoumana Sako. Peut-on savoir les relations, vos rapports avec cet éminent docteur de Zoumana Sako? Zoumana Sako, Dr Zoumana Sako n'est plus à présenter, non seulement sur l'échiquier politique, mais dans l'histoire politique du Mali. C'est le premier Premier ministre chef de gouvernement. C'est l'ancien ministre des Finances qui, à un moment donné, entre guillemets aussi, où l'espoir a été perdu, où les fonctionnaires faisaient des mois sans salaire, il a permis de redonner espoir en étant celui qu'on appelle Monsieur Saleh. Il a été nommé ministre des Finances et les gens étaient dans une sorte de désespoir. Et lui, il a montré qu'avec l'argent, les ressources publiques du Mali, on peut faire face aux besoins du Mali, notamment en termes de salaire. C'est un ancien Premier ministre, un homme politique, président d'honneur d'un parti politique, avec lequel nous avons cheminé. En 2012, nous avons fait le tour de l'échiquier politique et nous avions estimé, après les événements du 22 mars 2012, le coup d'État du 22 mars 2012, nous avons estimé qu'il faut que la jeune génération puisse chercher ces hommes de valeur et faire tout pour leur confier la destinée du pays. Et c'est dans nos recherches, après avoir fait le tour de plusieurs candidats, nous avons estimé que notre choix devait porter sur l'homme que sans doute on peut dire qui n'a jamais trahi le peuple, qui a servi le pays sans jamais se servir, un économiste chevronné, grand expert des questions économiques du monde et des nations, du système des Nations Unies. Nous avons appelé à sa candidature, il a accepté, les élections de 2013 se sont déroulées et bon, le reste appartient à l'histoire. Mais après, nous avons continué à cheminer ensemble, nous avons été à son école, nous avons beaucoup appris de l'homme, nous avons appris à travers lui beaucoup de choses sur notre pays, sur notre histoire, sur les questions économiques, comment dans le cadre des pays en voie de développement, l'on peut concevoir des politiques publiques pour faire en sorte que nous puissions embrasser le chemin de l'émergence. Et voilà, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup soutenu, qui nous a beaucoup formé, qui nous a beaucoup aidé. Ok, alors nous souhaitons longue vie et pleine de santé à Dr Zoumana Sako. Amen. Pour le travail abattu, non seulement pour en tout cas la rédaction de cet ouvrage, mais aussi pour toute la gigantesque œuvre qu'il a posée, en tout cas pour le peuple malien. Alors ceci dit, M. Nonsar, je disais c'est un bel ouvrage, voilà, vous nous permettrez, il y a certainement des gens parmi nous qui n'ont pas eu la chance certainement de lire le livre. Je voudrais tout simplement que vous nous dites de quoi est-il question justement d'un carnet d'espoir et justement quelles sont les thématiques que vous abordez. C'est pertinent cette question. En fait, le carnet de l'espoir, c'est comme une vision par rapport à une société. Quand vous prenez les thématiques développées, aujourd'hui, la première préoccupation de notre pays, c'est la sécurité. Et Dieu merci qu'il y a une nette amélioration aujourd'hui. La situation sécuritaire du pays et les principales menaces qui pèsent sur le pays. Il y a la menace terroriste, la menace sécessionniste. Et
voilà, ces deux menaces ont fait que notre pays a été pendant 10 ans la risée du monde. Et en tant que politique, il est de notre devoir de non seulement poser le diagnostic, mais faire des propositions soutenables et des propositions viables pour résoudre ces questions-là. Ce qui est important dans cette thématique, dans ce chapitre, c'est la question de l'Azawad, qui aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre. Mais moi, j'insiste dans ce livre en disant à la jeune génération que ce que les gens ont appelé Azawad n'a jamais existé en tant que nation. Ça n'a jamais existé. Vous fouillerez dans notre histoire, vous ne trouverez jamais une nation qui s'appelle, ou un terroir qui s'appelle Azawad. Ça n'a jamais existé. Il y a le Wassolon, il y a le Bani Monoche, il y a le Fladougou, il y a le Mandé, qui sont des zones géographiques qui ont un lien, dont les populations ont un lien fort. L'Azawad, c'est une cuvette, une petite cuvette dans la région de Tombouctou, et au nom d'un complot international visant à créer un nouvel État dans le Sahel, les théoriciens ont voulu ériger cette cuvette au rang de nation. C'est pourquoi quand vous prenez l'accord issu du processus d'Alger, la définition qui est donnée de l'Azawad, entité mémorielle, culturelle, historique, ce n'est rien d'autre qu'une nation. Et il est de notre devoir de déceler ces pièges-là et d'informer nos concitoyens. Parce que ériger la cuvette Azawad au rang de nation, c'est préparer le terrain diplomatique, politique et même juridique à ce qu'on appelle l'autodétermination, c'est-à-dire l'indépendance. Donc nous avons posé la question, nous avons démontré que cela n'a jamais existé en tant que nation. Mais aussi la question de l'outil de défense. Dans ce chapitre-là, dans cette partie du livre, vous verrez que l'accent est mis sur ce que on appelle la vertu guerrière. La vertu guerrière. Vous savez, l'histoire de la vertu guerrière a été magnifiée lors de la guerre du Vietnam, où l'armée la plus puissante du monde, disposant de moyens modernes, a fait échec face aux Viet Cong qui n'avaient que des moyens rudimentaires. Mais quel est le moyen qu'ils avaient plus que l'armée la plus puissante du monde? C'était la vertu guerrière. Et cela a été développé par le penseur allemand Clausewitz, Karl von Clausewitz, qui définit la vertu guerrière comme quelque chose qui va au-delà de l'enthousiasme pour le combat. C'est que la vertu guerrière, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et lorsqu'on ne l'a pas, c'est le discours politique. C'est le discours politique, c'est le chef politique qui inculque aux hommes sur le terrain ce qu'on appelle la vertu guerrière. Dès qu'ils perdent la vertu guerrière, bon, vous leur donnerez toutes les armes du monde, ils ne pourront pas accomplir leur mission. Okay. Oui, toujours parlant de cette théorie de l'allemand, vous l'avez rappelé tantôt, Karl von Clausewitz, vous pensez que le seul armement, en tout cas, ne suffirait pas pour gagner en tout cas une guerre, qu'il y a donc des astuces dont vous préconisez, qui est justement que vous rappelez tantôt, justement la vertu guerrière? La ressource première pour gagner une guerre, ce sont les hommes. Les hommes motivés. Et je pense que dans toutes les armées, on appelle ça les forces morales. Et une armée, lorsqu'il n'y a pas de force morale, ne comptez pas sur elle pour gagner une guerre. Donc dans cet ouvrage, je donne l'exemple de Ho Chi Minh, le père de l'indépendance, le père de la victoire vietnamienne. Ho Chi Minh qui a été un homme clé et qui a insufflé à ces hommes qui faisaient face aux États-Unis la vertu guerrière. Donc ces deux éléments qui consistent à balayer d'un revers de la main la falsification de notre histoire, mais d'une part a dit qu'il faut construire un outil de défense capable de faire face à cette double menace. Et l'outil de défense, ce ne sont pas que le matériel. Le matériel a un poids important. Le vecteur aérien, nous avons un territoire très vaste. Et dans cet ouvrage, comme les autorités sont en train de le faire aujourd'hui, nous disons qu'il faut développer l'armée de l'air parce que l'espace est tellement vaste. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Maintenant, d'autres thématiques, la corruption. La corruption, c'est un fléau. Vous avez vu le sous-titre, inscrit son nom sur la liste de la corruption, c'est l'effacer de la liste de l'avenir. Parce que la corruption, c'est un cancer. C'est un cancer, c'est un fléau. Il a détruit, la corruption, elle a détruit
des vies, elle détruit tous les jours des nations. Vous vous souvenez, on a injecté beaucoup d'argent pour acheter des équipements militaires. Une bonne partie s'est retrouvée dans des comptes bancaires de personnes n'ayant pas... Faites allusion ici à la loi de reprogrammation militaire. La loi de programmation militaire. Maintenant, les gens pensent que lorsque vous parlez de la corruption, ça dit, c'est tellement ancré dans notre société que vous donnez l'impression de vous battre contre une montagne. Mais ce n'est pas exact. Quand vous prenez l'organisation, l'architecture de lutte contre la corruption, les objectifs ne sont pas atteints parce que cette architecture-là n'est pas conforme aux réalités du moment. C'est pourquoi dans cet ouvrage, nous avons proposé, pour lutter contre la surfacturation, les factures normalisées. Je suis très heureux que le président de la transition a pris un décret instituant les factures normalisées désormais au Mali. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le commerçant qui achète un produit à 100 francs et qui fait de la surfacturation à 200 francs, il va payer plus d'impôts. Et c'est le commerçant qui sera le premier à lutter contre la surfacturation. Et ça, c'est tout au bénéfice de l'État. Et nous proposons aussi, quand on regarde l'architecture, il y a le vérificateur général, il y a le contrôle général des services publics, il y a OCLEI et tout ça là, le pôle économique et financier. Tous ces instruments n'ont pas pu résoudre le problème. Ça veut dire quoi? Le vérificateur, quand vous prenez, ils n'ont pas accès à 2% des comptes publics pendant un exercice. Donc chaque fois que les rapports sortent, manque à gagner 100 milliards, détournement 30 milliards et tout ça là, ce n'est que 2% des comptes publics qui ont été audités et qui donnent ces centaines de milliards là. Imaginez s'ils arrivaient à toucher 80% des comptes publics. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc, comme alternative, nous avons proposé de renforcer la section des comptes de la Cour suprême. Cette section de comptes, ce sont des magistrats spécialisés. Et heureusement qu'il y a dans la nouvelle constitution la Cour de comptes qui devient une institution à part. Il faut recruter le maximum d'auditeurs pour cette institution et faire en sorte que le 80 à 90% des comptes publics puissent être contrôlés. Et lorsqu'on va contrôler, on verra. Parce que alors toujours, M. Sarr, avant qu'on quitte le chapitre de la corruption, j'ai ici une belle pensée de ce journaliste qui est apparu dans le quotidien suédois et qui dit que la corruption, la lutte contre la corruption est un leurre, un prétexte d'enrichissement illicite puisqu'on paie des gens qui luttent vainement contre un phénomène réel avec des armes à balles blanches ou pire, sans munitions. Oui, c'est clair. En fait, cette citation d'un journaliste du journal Citoyen, c'est un peu, comment on appelle, défaitiste. C'est que face à cette montagne de corruption, il est désemparé. Il est totalement désemparé. Et quand vous prenez la réalité des choses, vous voyez, l'OCLEI, le président, le directeur et tout ça sont des gens très bien payés. Au bureau du vérificateur général, ce sont des auditeurs qui ont un salaire. Voilà, ils n'ont rien à envier aux fonctionnaires moyens du Mali. Les magistrats sont bien payés. Quand nous écrivions cet ouvrage, le pôle économique n'était pas... Bon, c'était le pôle économique qui n'avait pas été... c'est pas un pôle national avec comme juridiction. Les infractions qui sont retenues par les juges d'instruction au niveau du pôle économique, et lorsque ce sont des infractions criminelles, sont renvoyées devant la chambre d'accusation. Bon, il faut mettre en accusation, un arrêt de mise en accusation, et c'est la cour d'assises qui juge ces criminels. Maintenant, prenez les magistrats devant siéger à la cour d'assises sont moins payés que ceux qui ont enquêté, c'est-à-dire le procureur et les juges d'instruction. Bon, quel objectif, quel résultat peut-on atteindre avec... Là, vous voyez déjà un paradoxe à ce niveau. Exactement, il y a un paradoxe. C'est pourquoi nous avons demandé qu'il faut laisser la compétence à toutes les juridictions. Lorsque vous commettez une infraction relative au détournement de deniers publics à Mopti, que ce soit le juge de Mopti qui soit compétent. Lorsque vous commettez ça à Ouzoubidjanjan, que ce soit le juge de Ouzoubidjanjan. Mais
les pôles spécialisés ont montré dans l'histoire leurs limites. Imaginez une infraction économique qui se commet à Gao et c'est un juge à Mopti ou à Bamako qui est chargé de l'enquête à Gao. Mais le délinquant aura l'occasion d'effacer toutes les preuves. Donc c'est pourquoi nous plaidons qu'il n'y ait pas de différence entre les juridictions, que le juge de droit commun puisse connaître tout ce qui est détournement de deniers publics et que voilà, on puisse élargir les compétences. Oui, voilà. Toujours parlant de, en tout cas, les surfacturations, parce que j'ai comme l'impression que vous voulez dire dans cet ouvrage-là que les bureaux, comme le bureau du vérificateur général, le pôle économique financier, l'OCLEI, chacune de ces structures, j'ai comme l'impression que vous pensez qu'elles ont échoué, en tout cas à lutter contre la corruption, et vous prétendez même, en tout cas, vous préconisez sinon, alors, afin qu'on revienne à des formules moins budgétivores et à l'efficacité avérée. Quelles sont selon vous ces formules, M. Sarr? Vous savez, ce qui est important, il faut instaurer une barrière infranchissable entre l'agent public et l'agent public, c'est-à-dire le fonctionnaire. Il faut instaurer une barrière infranchissable. Il faut empêcher que les gens ne touchent l'argent, ne détournent l'argent public. Lorsque vous arrivez à empêcher, c'est une bonne chose. Mais lorsque les gens touchent et que vous courez après pour chercher l'argent public, ça devient complexe et compliqué. Quand on prend le temps aussi fait disparaître les choses. C'est pourquoi moi je dis qu'il faut des auditeurs de masse au niveau de la Cour des comptes ou la section des comptes de la Cour suprême. Et que ces auditeurs puissent toucher chaque compte public, puisse être vérifié et audité et qu'on voit la conformité avec les règles de procédure. Je vous donne l'exemple d'un service A. Le vérificateur vient dans ce service en 2020. Il contrôle ce service au cours des 3, 4, 5 dernières années. Mais dites-moi honnêtement, quelle est cette façon de contrôler? Pourquoi chaque année, on ne peut pas contrôler ces services, faire en sorte que les déviations qui ont lieu en 2023, que ces déviations ne puissent plus être reproduites en 2024. Mais on laisse les gens dévier en 2023 et ce n'est qu'en 2028 qu'on viendra leur poser la question sur la gestion de 2023. C'est pourquoi il faut impérativement que cela fonctionne. Il faut sortir de ces histoires de vérificateur général. Le vérificateur général est l'émanation du système anglo-saxon. C'est-à-dire, si on l'a vu au Canada. Pour être précis, c'est le Canada. Exactement, au Canada, qui est un régime parlementaire. C'est un régime parlementaire. Il y a un Premier ministre. Le Premier ministre est responsable devant le Parlement. Les ministres sont responsables devant le Parlement. Le vérificateur général au Canada est plus au service du Parlement qu'au service de l'État. Et je vais vous raconter une petite histoire. Un ministre chargé du commerce au Canada, il a plaidé auprès des industries qui produisent le lait pour bébé, pour baisser les prix. Bon, il se trouvait que ce ministre-là, sa femme venait juste d'accoucher, quoi. Donc, il avait un bébé. Et les députés canadiens l'ont interpellé en disant qu'il s'est battu, il a attendu tout ce temps pour se battre pour la baisse du prix du lait pour enfants, parce que sa femme vient d'accoucher. Et le ministre a été obligé de démissionner. Il a été obligé de démissionner. Donc, ce sont des régimes où l'institution parlementaire est très, 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 très forte. Et la sanction, c'est-à-dire c'est en direct à la télé, l'humiliation du ministre malveillant ou du ministre qui serait accusé de détournement, cette sanction-là est plus lourde même que le jugement d'un tribunal. D'accord. Rapidement, M. Noussar, dans ce livre, vous faites en tout cas le diagnostic en un mot, mais vous aussi vous proposez des solutions. J'ai comme l'impression que vous êtes arrêté, comme le dira le ministre Amadou Touré, j'espère qu'il nous regarde en ce moment. Vous êtes arrêté sur votre balcon et vous avez en tout cas décrit les mots qui minent notre société, la société malienne actuellement. Alors ceci dit, vous parlez tantôt de la chose publique, vous
dites que le peuple, je mets entre guillemets, n'a souvent pas de respect pour la chose publique. Et pour justement illustrer ceci, vous dites à la page 28, pour ceux qui ont le livre, le premier paragraphe, vous dites dans les appels d'offres restreints ou même ouverts, le même fournisseur apporte un certain nombre de factures pro forma confectionnées par lui-même ou des amis pour biaiser le jeu et s'octroyer le marché dans une complaisance coupable. Tout à fait. C'est la clé de voûte de la surfacturation et l'État y perd des milliards. Et les citoyens de s'exclamer, puisque c'est le bien public, tant pis. Oui, oui, en fait, vous savez, c'est pas culturel. Le Mali n'était pas comme ça, les Maliens n'étaient pas comme ça. Le Mali est devenu comme ça, certains Maliens sont devenus comme ça. Moi, j'ai Peut-on savoir réellement les raisons? Est-ce que vous avez moi, les raisons? J'ai espoir que, comme on est devenu comme ça, on peut cesser de devenir comme ça. On peut cesser aussi d'être comme ça. Cette histoire, c'est une histoire réelle. Vous posez la question à tous les opérateurs économiques qui font les marchés publics. C'est ça, il y a 5, 6 sociétés, 10 sociétés. Moi, je connais des gens qui ont 14 sociétés. Et lorsqu'il y a un appel d'offres, 10 sociétés vont déposent les offres. Les offres. Et tout simplement parce que c'est le moins disant ou celui qui fait la meilleure offre. Donc c'est souvent difficile. Il faut qu'on sorte de ça. Parce que la corruption n'a pas d'avenir. Les États où la corruption est le système de gouvernance, où la corruption s'impose, ces États n'ont pas d'avenir. Vous vous souvenez de la Rome antique, la Grèce antique, de la Rome ancienne. C'est la corruption qui a fait tomber la Rome. C'est la corruption qui a fait tomber la Grèce. Tous ces empires, c'est tout que vous avez entendu parler, là, dont vous avez entendu parler dans l'histoire, c'est la corruption qui a fait tomber ces grandes entités que l'histoire médiévale a connues. Oui, toujours en parlant de ce livre, Le carnet de l'adresse, vous, apparemment, vous partez à l'encontre de cet imminent, en tout cas chercheur, Ousmane Sy, qui a beaucoup travaillé, en tout cas, sur la décentralisation. Mais pour vous, la décentralisation est un leurre, vous l'avez dit dans cet ouvrage, et vous pensez que, en tout cas, vous continuez à défendre mordicus, que l'accord, en tout cas, ce projet, c'est juste pour la partition du pays. Vous appelez même à faire bloc contre l'application de l'accord issu du processus d'Alger de 2015. Oui, c'est un combat politique qui ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque on n'était pas nombreux, on était peut-être 3 ou 4 regroupements, 4 partis politiques sur la scène politique en 2014-2015 à s'opposer à l'accord issu du processus d'Alger. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux. C'est l'une des principales raisons de soutien de notre formation politique à la transition. Nous sommes heureux de voir que l'accord aujourd'hui est quasiment caduc. Il est entre guillemets, quoi. Et ça, c'est au grand bonheur de notre pays. C'est au grand bonheur de notre pays. Vous avez parlé de la décentralisation. J'ai beaucoup de respect pour mon oncle Ousmane Sy, que j'admire beaucoup pour ses qualités intellectuelles. Mais ceci dit, je suis totalement en désaccord avec ce qui a été conçu au cours des 30 dernières années comme schéma de la décentralisation. Vous savez, nous avons toujours été un État unitaire. Un État unitaire. Et nous sommes les héritiers des grands empires. Nous avons donné naissance aux plus grands empires de l'époque médiévale en Afrique et en Afrique au sud du Sahara. Vous avez entendu l'empire du Mali, l'empire de Mandé, l'empire de Ouagadougou, l'empire Peul de Massina, le royaume Bambara de Ségou, le royaume du Kénédougou et tout ça. Nous avons toujours été des États unitaires. Maintenant, quand on prend la décentralisation, vous voyez, les pays décentralisés, c'est souvent l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne. Eux, ils ont une histoire. Quand vous prenez l'Allemagne, les Länder, l'Allemagne n'a jamais été un État unitaire. C'était des principautés. Ils ont fait la guerre pour être ensemble. Donc, ils ont fait la guerre pour être ensemble. Et lorsqu'on fait la guerre, c'est le consensus minimal qui est la fédération. C'est-à-dire chacun garde un peu de son autonomie, mais on se retrouve autour de la fédération. Dans notre cas, ça ne peut pas fonctionner. Et la décentralisation marche en Allemagne ou en Espagne ou tout ça là, parce qu'il y a un État central fort
Quand je dis un État central fort, ce n'est pas un État central barbare, c'est un État central capable d'assumer ses fonctions régaliennes. L'exemple de la Catalogne en Espagne. Les indépendantistes catalans ont déclaré l'indépendance de la Catalogne. Mais il n'y a pas eu un seul coup de fusil tiré. L'Espagne a utilisé l'article 58 de la Constitution espagnole. Et la Catalogne est revenue dans les rangs. Parce que l'Espagne, c'est un État capable d'assumer ses fonctions régaliennes. Donc nous, là, quel est le bilan de la décentralisation au Mali? Moi, je ne vois qu'un seul bilan. Hein. Ce sont les maires agents immobiliers. C'est ça. Le bilan de la détention, ce sont les maires agents immobiliers, c'est-à-dire qui ne sont que dans les morcellements des terrains, même si votre tête est bien arrondie, ils n'hésiteront pas à réfléchir comment prendre une décision pour créer un bulletin. Oui, toujours, hein, parlant de désarmement, pardon, on va parler du processus DDR, hein, vous l'avez rappelé dans cet ouvrage, désarmement, démobilisation et d'insertion. Et vous pensez que, en tout cas, le désarmement des groupes armés est un gage de paix pour tout le Sahel, M. Sarr? Oui, en fait, quand le système de DDR, là, désarmement, démobilisation et réinsertion, c'est une vieille recette qu'on a tentée dans le cadre des conflits. Ça a été fait dans plusieurs pays. Et dans le cadre du Mali, on a estimé que, à tort, hein, que après l'accord, le retour de la paix, parce que les gens ont espéré naïvement, parce que l'accord là n'est pas fait pour ramener la paix. Les gens ont espéré naïvement que l'accord allait ramener la paix. Et on a dit, bon, il faut un désarmement. Mais pourtant, cependant, M. Sarr, on parle pourtant d'une relecture intelligente de l'accord. Vous parlez tantôt de la caducité de cet accord-là. Est-ce que réellement ici, il n'y a pas lieu de se poser la question? Non, pas du tout. L'accord est rendu caduc par les faits aujourd'hui. Les faits rendent l'accord caduc. Il n'y a plus de CSA, comité de suivi. Il n'y a plus de per diem, de rémunération des membres du CSA. On a parlé du DDR, on a dit que ce sont les groupes armés qu'on va désarmer, c'est clair. Et certains qui sont aptes peuvent intégrer l'armée, certains peuvent développer des activités économiques. Mais parallèlement, dans le même document qu'est l'accord, on dit qu'il y aura les patrouilles mixtes. Les patrouilles mixtes, c'est quoi? C'est l'armée malienne et les groupes armés qui vont se mettre ensemble pour patrouiller et sécuriser. Des gens qui doivent désarmer, on doit leur prendre leurs armes. Paradoxalement, vous nous dites qu'ils vont patrouiller. Ils vont patrouiller avec quoi? Avec le sable? Avec de l'eau? Mais c'est avec des armes qu'on patrouille. Pourtant, le ministère en charge de la réconciliation, hein, qui est dirigé par le colonel-major Ismaël Ouagé, je vais peut-être rappeler, hein, un de ses conseillers, Seko Bouli, avait quand même préconisé cette alternative à un moment donné. Quand il s'est rendu au centre, il avait pourtant préconisé, en tout cas, qu'on puisse effectuer des patrouilles mixtes entre les différentes milices. Oui, bon, le centre, le nord, ce sont les groupes qui opèrent dans le centre ne sont pas partie prenante de l'accord issu présidentiel. Le centre, c'est tout à fait un autre registre, c'est d'autres paramètres, c'est d'autres réalités. Et ce n'est que transposer les dispositions de l'accord à des gens dans une zone qui n'est pas concernée par l'accord. Ça ne marche pas, c'est une mauvaise idée. Mais pour tout vous dire très honnêtement, c'est un leurre de vouloir dire qu'on va désarmer les gens et on va. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes des vents en guerre. Nous avons posé le principe dans ce livre. Nous avons dit qu'il faut, d'accord, des gens peuvent être frustrés au point de prendre les armes contre son pays. On peut être frustré, c'est compréhensible, mais c'est inacceptable. Et si vous voulez discuter avec vos frères, vous désarmez d'abord. C'est le principe. On dépose les armes et entre frères, on s'assoit, on discute, on résout les problèmes. Encore que les griefs faits à l'État du Mali par les groupes auxquels nous faisons allusion, les groupes indépendantistes, ces griefs ne sont pas... Bon, les questions de développement ne sont pas exclusives au nord. Kéniéba, c'est à peu près 60 à 70% des ressources en nord du pays. Il n'y a pas de dispensaire digne du nord à Kéniéba.
il n'y a pas d'hôpital à Kéniéba, il n'y a pas d'électricité convenablement à Kéniéba, il n'y a pas d'eau potable comme cela se doit à Kéniéba. Moi, je pense qu'eux, ils n'ont pas pris les armes. Ils font confiance à l'État, ils font confiance à la force de changement de notre peuple. Ils n'ont pas pris les armes. Maintenant, ceux qui ont pris les armes, d'accord, nous comprenons, vous vous êtes fâchés à un moment donné, vous êtes remontés, vous avez été manipulés. Le temps est venu de déposer les armes et vous venez entre frères, on va discuter. D'accord. Certainement que la population de Kéniéba aussi est en train de regarder. C'est une belle plaidoirie pour cette ville que je connais un tout petit peu. J'espère aussi que Madame le ministre de la Santé, Madame Badiolo aussi est à l'écoute. Peut-être qu'elle va penser à mettre des dispensaires dignes de ce nom dans cette partie du Mali. Alors ceci dit, on se rappelle tous, hein, Monsieur Sarr, de cette fameuse citation, selon ses propos de l'ancien président américain Barack Obama quand il a fait un séjour à Dakar. Il avait dit l'Afrique n'a pas besoin d'institutions fortes, mais mais d'institutions fortes. Et est-ce que c'est cette pensée qui vous a fait dire ceci, hein? S'il y a des freins qui contrarient l'avancée des réformes institutionnelles pour améliorer la prestation des services publics, c'est bien les fragilités qui le plus souvent caractérise les institutions en Afrique subsaharienne francophone. Dans le cas du Mali, ces fragilités vont croissantes au regard des bouleversements structurels et sociopolitiques qui se sont accentués depuis le coup d'État de 2012. En fait, bon, le président Obama s'est exprimé parce que c'est un Américain, il connaît l'Amérique, les institutions sont très fortes en Amérique. L'exemple le plus tangible, c'est lorsque Donald Trump a décidé de créer une rébellion, de ne pas reconnaître les institutions, de ne pas reconnaître le vote des Américains. Moi, j'ai dit à mes interlocuteurs que si l'heure à laquelle le président élu, Joe Biden, doit prendre le pouvoir, 10 minutes avant, ce sont les gardes les gardes du corps de Donald Trump qui vont le prendre et qui vont aller le déposer chez lui parce qu'ils vont lui dire, Monsieur le Président, à partir de cet instant, vous n'êtes plus le chef de l'Amérique. C'est le symbole de la vitalité de la démocratie américaine. Mais c'est quasiment impossible en Afrique. Okay. C'est quasiment impossible. C'est pourquoi je dis, les institutions fortes sont faites par les hommes forts. L'homme fort, ce n'est pas celui qui a... Bon, ce n'est pas la brutalité. L'homme fort, pour moi, dans le cadre des institutions, c'est celui qui est capable de faire violence sur lui-même pour respecter les textes. C'est celui qui s'attache au devoir d'ingratitude. Le devoir d'ingratitude, c'est quoi? Lorsque vous êtes nommé à un poste de responsabilité, ce sont les circonstances de l'histoire qui font qu'une telle personne, un tel personnage soit à ce niveau pour signer votre décret. Mais une fois qu'il signe votre décret, vous ne lui devez rien. Vous devez tout à la loi. Vous devez tout à votre pays. La loyauté vis-à-vis d'un homme, c'est bien, mais la loyauté vis-à-vis de son pays est encore meilleure. Ce sont sur ce mots, mesdames et messieurs, que nous allons donc essayer d'arrêter cette première partie de votre émission, Le Train littéraire. Voilà, c'est très beau, tout beau. Merci. Ce que vous venez de dire. Alors, on va justement vous donner la parole, chers passagers, parce que nous ne sommes pas seuls à bord de ce train. Mon jeune frère Chaka va donc me faire le plaisir de faire le tour pour les questions. Merci d'applaudir monsieur Noussara. Merci. Salut à toutes et à tous. Mon nom à moi, c'est Mohamed Traoré, communément appelé Socrate, étudiant en licence première année aux facultés de droit public de Bamako. Donc, ce soir, j'aimerais savoir, monsieur, comme vous avez parlé un peu sur la corruption, donc j'aimerais savoir, selon vous, quelles sont les causes de la corruption et comment on peut lutter contre la corruption au Mali. Bonsoir à tous, Zanga Ouattara, journaliste. Merci beaucoup, Monsieur Sarr, pour la qualité de l'exposé. La qualité, elle peut être positive ou négative. Je pense bien, vous l'avez annoncé, le mal pour un pays. Pour moi, c'est la faiblesse de la justice. Bien sûr, il y a la corruption.
mais en réalité, notre pays, tant que dans ce pays-là, la justice demeure faible, la lutte contre la corruption sera toujours difficile. Et difficilement, on pourra résoudre ce problème-là. Je reviens un peu à la justice dans votre ouvrage. Est-ce que vous êtes revenu un peu, je n'ai pas eu l'opportunité de lire le bouquin, mais est-ce que vous êtes revenu sur les événements de juillet, du 10, 11 et 12 juillet dans cet ouvrage-là? Lors de cette manifestation, il y a eu des victimes, c'est déplorable. Actuellement, où en est-on avec ça, et justement, devant la justice? Le dossier est devant la justice, c'est comme actuellement. Ça, c'est le premier point, il y a eu des victimes, certes, mais des manifestants ont également saccagé des bâtiments publics lors de ces manifestations-là. Je fais allusion à l'Assemblée nationale. Vous êtes membre du CNT, normalement, vous devez siéger à l'Assemblée nationale, mais vos manifestants ont saccagé cette Assemblée nationale. Actuellement, vous êtes au CICB. Où en est-on avec ce dossier? Et après ça, l'ERTM également, nos confrères de l'ERTM, il y a eu des véhicules qui ont été saccagés. Où en est-on? Dans votre intervention, vous affirmiez tout à l'heure que l'accord d'Alger est caduc. Malheureusement, Omar a marché sur ma langue. Caduc, au même moment, votre Premier ministre, Choguel Maïga, parle de mise en œuvre intelligible de cet accord-là. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Pour terminer, vous avez parlé de désarmement des groupes armés. Ça, c'est au nord. L'accord prend en compte une partie du nord du pays. Mais actuellement, nous savons tous qu'il y a des milices qui sont armées au centre du pays. Que font les autorités actuelles pour désarmer cette milice-là? Est-ce que dans votre ouvrage, vous avez également fait des propositions de solutions? Merci. Bonsoir tout le monde. Nikiri Innocent Diarra, membre du club des lecteurs du Mali. Oui, auteur, oui, poète et romancier. Je suis auteur d'un recueil de poèmes et d'un roman. Félicitations à vous, Monsieur Nouhoumsar, pour les livres intitulés Carnet de l'espoir. Je l'ai bien aimé. Alors, vous avez des thématiques abordées comme la corruption. Et tout d'abord, moi, je voulais rebondir sur cette thématique qui est la corruption. Et pour lutter contre la corruption, d'abord, il faudrait penser à l'école. C'est-à-dire la corruption tire ses origines depuis la base. Les gens qui font la corruption ne sont pas autres personnes, ce sont des gens qui ont étudié au Mali. Donc, c'est à l'école qu'il faut prendre soin d'éduquer les enfants à éviter la corruption, à éviter de tricher. Si l'enfant est habitué à tricher, à copier pour réussir son examen, alors forcément quand il va devenir un haut cadre, il sera forcément incorrompu parce qu'il est habitué à ça. C'est ce que je voulais ajouter par rapport à la thématique de la corruption. Quelqu'un a parlé de comment lutter contre la corruption. Et à ce niveau, moi, je voudrais vous poser la question parce que c'est l'école qui est la base du développement de toute nation. Comme le dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Qu'est-ce que vous préconisez à ce niveau pour notre pays, pour notre éducation malienne? Quelles sont les perspectives, c'est-à-dire votre plan, les réformes que vous pensiez faire quand vous allez, je ne sais pas, quand vous allez postuler pour, voilà, pour les élections présidentielles, etc. La dernière question, c'est au niveau de la décentralisation. Vous avez parlé du plan de la décentralisation. Effectivement, aujourd'hui à Bamako, on n'a plus un endroit où déverser les ordures. Aujourd'hui, Bamako est sale. Vous avez des ordures partout. Parce que les jurys, effectivement, dont vous avez parlé, ont morcelé tous les points et les Bamakois, les Maliens n'ont plus de points où déverser leurs ordures. Et l'environnement est dégradé.
qu'est-ce que vous préconisez pour la lutte contre cette dégradation de notre environnement? Merci. Moi, je suis très content d'être ici ce soir. Mon nom est El Hadji Diko, je suis membre du club des lecteurs. Comme je l'ai dit, c'est avec un grand plaisir parce que la première fois, on n'a pas pu se voir. Je n'ai pas pu aller au lancement du livre qui a été fait par un ami. Donc moi, la première question sur laquelle j'aimerais intervenir, c'est un peu la question sur l'accord d'Alger. Je suis absolument d'accord avec vous, M. Sarr, sur ce point. L'accord, il est caduc pour le moment. Et même le mot Azawad, que vous dites peut-être que c'est une cuvette, ce n'est pas Azawad, c'est Azawad. Ça ne se prononce pas de la même manière. C'est plus du soleil qui tend vers le tamazirk. Mais vous, en tant qu'homme politique, quand vous critiquez un peu quelque chose qui a... Parce que l'État, c'est une continuité. Quand vous critiquez quelque chose qui existe déjà, il faut que vous puissiez proposer quelque chose. Parce que si on supprime l'accord aujourd'hui, il y a des problèmes. Et le problème réel de l'État malien aujourd'hui, est-ce que c'est les groupes séparatistes? Parce qu'au Mali, il y a deux types de personnes qui ont pris les armes. Il y a les séparatistes, trois même. Et ensuite, il y a les pseudo-djihadistes. Aujourd'hui, notre vrai problème, c'est les pseudo-djihadistes. Qu'est-ce que vous proposez pour ceux-là aujourd'hui? Et il y a ceux aussi qui profitent juste du chaos pour pouvoir se faire de l'argent. Ensuite, le point sur l'espoir, la notion même d'espoir. La première notion d'espoir, c'est que la notion, elle est un peu subjective et elle rend souvent irréaliste, quoi. Quelqu'un qui a en tête l'espoir, quelqu'un qui a l'espoir, est-ce que souvent cet espoir est basé sur des émotions, qui peut être notre cas aujourd'hui, ou bien sur des faits? Est-ce que les Maliens doivent... Est-ce que le Mali, au jour d'aujourd'hui, ça va? Aujourd'hui ou bien plus en 2009? Sur le plan économique, par exemple, moi j'achetais le sucre, on va dire, en 2009, je l'achetais à 400 francs le kilo. Aujourd'hui, je l'achète à 650 francs. Où est l'espoir? À 650 francs, je suis dans mon quartier. Où est l'espoir? En 2009, je quittais Gao pour venir à Bamako à l'aise en un seul jour, de 8h à demain 8h. Et aujourd'hui, il me faut faire 3 jours sur la route. Sinon, il me faut même faire le détour pour passer par le Burkina et le Niger, pour pouvoir aller chez moi, dans le même Mali là, où est l'espoir? Bonsoir à toutes et à tous. Moi c'est Asei Koulibaly. Permettez-moi de faire un commentaire avant de poser mes questions, parce que j'ai 2 questions à poser. Merci pour la qualité de votre exposé, M. Sarr. Et un homme que je considère beaucoup et très respecté. Alors ma question est de savoir, je sais qu'avant d'écrire son livre, il a lu beaucoup de livres, ça c'est sûr. Il y a un ancien ministre du nom de Moustapha Diko, il a écrit un livre et le livre s'appelle Le pensée perdu de la démocratie malienne. Mes pensées perdues, oui. Mes pensées perdues, oui, de la démocratie malienne. Et aujourd'hui, un autre membre du CNT vient de nous écrire le carnet de l'espoir. Alors qu'on est toujours dans la démocratie. Donc, quelle est la comparaison que lui-même il peut nous faire entre mes pensées perdues de la démocratie malienne et son carnet de l'espoir? Première question. Deuxième question. Il disait dans son livre, son idole politique, ou je ne sais pas, son camarade politique, se fait Soumaïla Cissé. Qu'est-ce qu'il peut nous dire de Soumaïla Cissé que franchement il a hérité de ça à lui, que vraiment s'il l'applique aujourd'hui dans ce pays-là, nous pouvons dire que franchement Maître Noumsar, il a hérité quelque chose de bien de Soumaïla Cissé. Merci. Bonsoir tout le monde. Je réponds au nom de Djenebou Soni, membre du club de lecteurs. Merci M. Noumsar pour la qualité de votre exposé. Dans votre intervention, vous avez parlé de le désarmement de ces groupes armés. Déjà, vous les invitez à laisser les armes, parler entre frères parce qu'ils ont été frustrés, ils étaient fâchés contre l'État. C'est pourquoi ils ont pris les armes pour se défendre ou défendre leurs intérêts. Donc ces personnes-là, on va parler aussi du cas de ces enfants qui sont enrôlés. On peut dire par là que ces enfants-là sont innocents, ils sont faciles à manipuler. Mais ces gens qui sont des majeurs émancipés, qui ne sont pas faciles, qui ont toutes leurs facultés pour dire non à ces pratiques-là, que pensez-vous? Pensez-vous que ces personnes vont facilement se réintégrer dans la société, étant donné qu'ils sont des majeurs
émancipés? Ça, c'est ma question. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Siaka Koulibaly. Je suis le président du club de lecteurs du Mali. Je remercie l'auteur pour sa présence. J'ai 2 points sur lesquels je vais intervenir, mais à travers des questions. Le premier point concerne le préfacier, Zoumana Sako, docteur Zoumana Sako. Il a préfacé le livre, mais dans ses convictions, il est contre la révision, ou peut-être, comment est-ce que vous appelez ça? Ce n'est pas la révision constitutionnelle, mais le référendum. Il est contre le référendum. Il appelle même peut-être à voter non au référendum, alors que le référendum, c'est la clé pour le Mali croix, le Mali de demain, le Mali de l'espoir. N'y a-t-il pas un paradoxe entre le préfacier et la conviction de l'auteur? Le dernier point, le second, c'est sur la vertu guerrière. Et j'aurais voulu aimer que cette vertu soit étendue, vertu politique, vertu morale, vertu sociale. Et pour que cette vertu soit enseignée ou peut-être acquise par les uns et les autres, il faut que des personnes vertueuses qui enseignent cette vertu aux populations. Alors, qui sont ces personnes vertueuses à l'époque actuelle pour enseigner cette vertu aux personnes afin que ces dernières soient vertueuses? Merci. Merci à toutes ces personnes qui ont bien voulu prendre la parole pour nous témoigner d'abord de leur intérêt pour le sujet, mais aussi faire des contributions et poser des questions. Alors je disais que nous sommes avec le port autonome de Conakry, qui est donc notre nouveau partenaire. Ils sont représentés ici. Monsieur, auriez-vous 2 mots, si vous souhaitez? C'est bon, mademoiselle, ça va? D'accord, merci. Alors, monsieur Nonsar, malheureusement, vous n'aurez que 5 petites minutes pour faire un ramassage. Malheureusement que le temps nous prend de court. Merci aux intervenants qui ont posé des questions, ceux qui ont fait des commentaires, c'était pertinent. Les causes de la corruption. Bon, les gens ont l'habitude de dire, bon, on n'a pas de salaire, les salaires sont insuffisants et tout ça. Il y a eu beaucoup de théories. Mais si vous jetez un regard de près, si vous regardez de près la corruption, vous constatez que c'est ceux qui ont même beaucoup d'argent qui sont les plus corrompus pour la plupart. C'est-à-dire, puisqu'ils amassent pas un peu et ils disent non, moi j'ai eu un peu, je vais arrêter. Ils amassent, ils sont toujours en train d'amasser. Donc c'est pas cette question. C'est-à-dire, il y a une phrase, soit vous êtes corrompu, soit vous ne l'êtes pas. Aucun phénomène ne peut faire de quelqu'un corrompu. La corruption, c'est intuitif. Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, comment lutter? Dans ce livre, nous avons demandé de revoir l'architecture, de mettre une barrière infranchissable entre l'argent public et l'argent de l'État, et l'argent public. La facture normalisée, les contrôles, les audits périodiques et surtout les audits chaque année qu'aucune structure où va l'argent public, qu'on ne passe 12 mois sans auditer ses comptes et améliorer ce qui est amélioré. Ouattara demandait les événements du 10-11. Bon, je crois que ce n'est pas évoqué dans le livre, mais je vais vous répondre, c'est tout à fait l'occasion. C'était une révolte populaire et vous avez vu qu'il y a eu des pertes en vies humaines. Il y a une enquête en cours, il y a des personnes qui sont arrêtées, des officiers, il y a certains officiers, un officier je crois, qui est arrêté, qui est en prison. Et la justice suit son cours. Il y a des gens qui sont sous contrôle judiciaire. Et l'enquête est en cours sur tout ce que vous savez. Maintenant, il y a des victimes, et il y a des blessés que nous prenons en charge pour ceux qui le font volontairement. Et il y a des personnes décédées. Nous assistons leurs familles comme nous pouvons le faire. Ils sont témoins. Je pense qu'il y a même un d'entre eux dans la salle ici. Les bâtiments, vous savez, j'ai toujours dit qu'en démocratie, le dieu de la démocratie, c'est le peuple. Lorsque le peuple sort dans la rue, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de texte. Vous vous souvenez de cet échange sur une chaîne de télévision avec mon grand frère Razbach, où ils ont parlé de droit, la constitution. Ils étaient dans le juridisme étriqué. Lorsque le peuple sort dans la rue, il n'y a plus de constitution, il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'article 15, article 121. Les seuls articles, c'est article caillou, article bâton. C'est ça, lorsque le peuple est dans la rue. Donc, les gens sont sortis et dans le cadre d'une désobéissance civile prévue par l'ordonnancement juridique,
les forces de l'ordre ont fait usage disproportionné de la force. On a tiré à balles réelles sur des citoyens. Bon, voilà, lorsque vous tirez à balles réelles sur des citoyens, les gens se défendent. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens se sont défendus et en se défendant, malheureusement, les bâtiments, vous avez dit vraiment, j'étais à l'ORTEM. Hein. Moi, je ne suis pas allé me coucher, mais j'étais à l'ORTEM. Et je sais très bien ce que nous avons fait pour préserver la passion du service public. Que nous avons tout fait pour que l'ORTM ne soit pas saccagé. Et Dieu merci, la télé n'a pas été saccagée. Où nous n'étions pas à la radio, on a envoyé des badauds saccager la radio pour nous faire porter après le chapeau. Mais les enquêtes vont le révéler et bon, vous serez informés. Maintenant, M. Ouattara a toujours demandé l'accord et le désarmement des milices. Vous savez, les milices, là, ils ont pris les armes pour se défendre. Et nous avons dit dans ce livre, ce n'est que l'État du Mali, les forces de défense qui doivent détenir les armes. Tous ceux qui détiennent des armes en dehors des forces de défense et de sécurité, nous l'avons dit, doivent être désarmés de gré ou de force. Et je crois que les forces de défense sont en train de le faire aujourd'hui dans le centre. Innocent Diarra, l'école, la corruption. Dans ce livre, nous avons consacré un chapitre à l'éducation. Et dans ce chapitre, nous mettons plus l'accent sur l'éducation primaire. Vous savez, l'école primaire dans notre pays est le parent pauvre du système éducatif. Alors que l'école primaire est le plus important dans le système éducatif. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur la réévaluation de l'école primaire, sur l'instauration des cantines pour que nos enfants, quand ils vont à l'école, dans le public, du matin au soir, ils aient à manger, qu'ils ne soient pas sous la chaleur, qu'ils soient sur l'air conditionné et qu'ils étudient dans les meilleures conditions. Ce n'est que la base renforcée, le système éducatif a la base bien renforcée qui prépare un bon collège, un bon lycée et une bonne université. Et dans ce livre, nous avons étayé la réforme de 62 est une des belles réformes où le système éducatif a été adapté à nos réalités locales. Maintenant, la dégradation de l'environnement. Je l'ai dit, il n'y a pas de responsable en dehors de l'État. On a parlé de décentralisation. La décentralisation, là, les maires ou les responsables au niveau des communes, mais ils peuvent quand même mobiliser les gens pour balayer les rues. Si chaque commune, chaque quartier, chaque famille balayait les rues, là, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Donc, c'est un phénomène qu'il faut prendre à bras le corps, je suis d'accord avec vous. Ladji Dicko a parlé d'alternatives par rapport à l'accord. Mais c'est ce que j'ai évoqué. Il faut désarmer. Il n'y a pas d'alternative au dialogue. Il n'y a pas d'alternative au dialogue. Il faut discuter. Vous savez, le Nord, le septentrion qui a été revendiqué comme Azawad, ce n'est ni moins ni plus que l'Empire Songhai. Et l'Empire Songhai, de mon point de vue, d'après mes recherches, c'est l'empire le mieux organisé de l'époque médiévale. Et l'Empire Songhai a commencé à se fragiliser avec l'invasion marocaine à Tondibi. Tondibi, je crois qu'en Songhai, ça veut dire la pierre noire. Et à Bourem, le village de Tondibi a connu l'invasion marocaine. Ce n'est qu'en ce moment-là, l'Empire Songhai a été secoué et a commencé à se disloquer. Sinon, c'était un empire qui a été le mieux structuré, le mieux organisé, de mon point de vue, de l'époque médiévale. L'Azawad évoqué, c'est l'Empire Songhai. Rien, pas plus ni moins. Maintenant, vous parlez également de plan économique, les routes de Gao. C'est vrai, aujourd'hui, le Mali a fait un choix stratégique qui consiste à dire que nous voulons être libres. Et lorsque vous dites que vous voulez être libre, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est que le système bancaire mondial, on vous met une sorte de pression pour que vous renonciez à votre projet. C'est ce qui se passe actuellement, où l'État n'a pas suffisamment de ressources, en dehors des ressources pour faire face aux charges incompressibles, les charges de salaire, les charges de fonctionnement courantes, les questions de défense. Parce que nous avons fait un choix. Nous avons dit que nous, on veut être libre. On veut décider pour nous. On veut la paix. On ne veut plus qu'on tue les gens à Gao, on tue les gens à Kidal. Lorsque vous faites ce choix-là, vous payez le prix. C'est pourquoi quand l'État du Mali fait un appel de fonds de 100 milliards, on se retrouve avec 20, 30 milliards. Parce que les gens disent aux banques ne payez pas les bons du trésor malien. Mais c'est le prix à payer. Jusqu'à ce qu'on va trouver une alternative. Et c'est l'absence de ressources qui fait que la route de Gao et tout ça là n'est pas... Mais je pense qu'il faut trouver d'autres alternatives. Il faut que les jeunes aillent cultiver la terre. Il faut créer la richesse. Il faut produire suffisamment à l'interne
pour qu'on puisse nourrir les Maliens, pour qu'on puisse exporter l'oignon. Si 1 million de jeunes Maliens se mettent à produire 40 tonnes d'oignons par an, ça fait 40 millions de tonnes. À l'exportation, ne serait-ce que 25 francs par tonne, ça fait plus de 1000 milliards pour le compte public, pour le Mali. Avec ça, on peut construire des hôpitaux, on peut construire les routes et tout ça. Il faut que la jeunesse se mette au travail. Il faut qu'elle sorte de Facebook et qu'elle vienne travailler. C'est important. A.C. Koulibaly, bon, la panacée, bon, la comparaison sur les pensées perdues. Honnêtement, je vous dis, j'ai juste lu d'un trait, pas de façon concentrée, le livre de cet acteur du mouvement démocratique, Moustapha Diko, qui a écrit c'est un peu son expérience, ce qu'il a vécu dans la démocratie malienne. Bon, moi j'ai fait un diagnostic des mots qui minent notre société. J'ai fait une proposition pour que nos concitoyens puissent recouvrer l'espoir qu'ils ont perdu. D'accord. Et pour terminer, bon, il y a deux personnes, Djené Bousso, les enfants. Vous savez, en France, il y avait une rébellion qu'on appelle l'Armata, les Corses là, au Pays Basque. Les Corses ont pris les armes pour dire qu'eux, ils veulent leur indépendance. Mais vous savez ce que les Français leur ont dit? Ils ont dit vraiment, vous avez pris les armes, d'accord, mais si nous, on doit parler avec vous, déposez d'abord les armes. Et ils ont déposé les armes. En Italie, l'ETA en Espagne, ils ont déposé les armes. Donc chez nous aussi, il faut qu'ils déposent les armes et on va discuter. Maintenant, le dernier intervenant, M. Koulibaly, l'intégration de ces enfants. Oui, vous savez, madame, quand on prend un enfant, on prend des armes chez un enfant, il est important de lui faire ce qu'on appelle un traitement psychiatrique. Parce que c'est quelqu'un qui a vu l'horreur, il a vu des massacres, il a vu le sang. Il faut d'abord faire passer ces enfants chez un psychiatre pour les permettre de revenir à la vie normale. Et ensuite, il n'y a pas d'autre alternative que de les envoyer à l'école. Même s'il faut créer des programmes spécifiques pour que ces gens puissent avoir l'accès au savoir universel. Ce n'est qu'après ça qu'on peut les insérer économiquement. Maintenant, le dernier intervenant, la question de mon mentor Zoumana Sako. Vous savez, Zoumana Sako, c'est un ami. C'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. Et il nous a toujours dit que n'acceptez jamais que personne soit votre directeur de conscience, même pas moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il peut être d'accord avec quelque chose. Si nous ne sommes pas convaincus là, il ne faut pas que nous on soit d'accord avec ça. Et c'est pourquoi je vous dis, je vous rassure, sur la question de la Constitution, mon opinion est connue, je ne vais pas revenir sur ça. Et Zoumana Sako a donné son opinion. Ce n'est pas parce que vous avez des visions qui divergent à un moment donné, à un temps T, que vous n'allez pas garder les relations au point de ne pas préfacer un livre. Zoumana, c'est un homme très cultivé et un homme très ouvert. Maintenant, la question de la vertu, je crois que là, vous avez fait une confusion. Parce que quand je parle de vertu guerrière, ce n'est pas la vertu comme de façon ordinaire, c'est dans son contexte. La vertu guerrière, je vous ai dit que Clausewitz dit il n'a pas trouvé de mots pour décrire la vertu guerrière. Mais il a juste dit que ça va au-delà de l'enthousiasme pour la cause. La cause pour laquelle on se bat. Quand on se bat pour une cause, on a l'enthousiasme. Mais la vertu guerrière va au-delà de l'enthousiasme. Ça veut dire que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est différent de la vertu ordinaire, entre guillemets, la vertu ordinaire qu'on peut avoir. Maintenant, ceux qui doivent donner, en fait, c'est d'abord l'exemple. Lorsqu'on est chef militaire et qu'on se met à détourner les PGA des hommes sur le terrain, c'est sûr qu'on ne donnera pas de la vertu. Lorsqu'on est chef militaire et qu'on n'est pas celui qui est le premier à être sur le champ de bataille et le dernier à s'assurer que tous ces hommes ont replié les blessés et tout ça là, on ne peut pas donner la vertu guerrière. La vertu guerrière est indispensable et nous avons tous notre rôle à jouer. Merci. Voilà, j'espère que vous avez tiré profit des éléments de réponse qui ont été donnés par l'auteur du jour, M. Nonsar. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels, personnellement, j'aurais voulu revenir. Le mal que vous connaissez aujourd'hui, l'EDEM, il en est question dans cet ouvrage. Il y a les lycées privés, c'est un mal, là. Il y a tellement de choses qu'il faut revoir. M. Nonsar parle de ceci.
je pense qu'il y a un sujet qui intéresse mon cher ami Bakoroba, le fait que les autorités aient décidé de brader l'INA. Il en a question dans cet ouvrage, une possibilité, sinon cet éventuel déplacement de l'hôpital Gabriel Touré. Il en est justement question dans cet ouvrage. On ne pourra pas tout lire malheureusement. Tout ce que je pourrais vous recommander, c'est de chercher le bouquin et de le lire. Monsieur Nonsar, le mot de la fin. Merci à vous. Le mot de la fin, c'est vous remercier. Remercier vos partenaires pour le port autonome de Conakry. Et surtout, remercier le club de lecteurs, mes camarades politiques et tous ceux qui sont venus. Mais c'est de dire à la jeunesse, ne vous laissez pas manipuler. C'est extrêmement important. Soyez les maîtres de votre destin. Il faut décider de le conduire. Mais il ne faut pas subir le destin. Vous devez travailler. Ne vivez pas des autres. Travaillez. C'est le travail qui permet de se construire. C'est le travail qui permet de relever un pays. C'est le travail qui permet d'espérer un avenir meilleur. Et n'oubliez pas que l'espoir est invincible. Chaque jour, c'est une vie. Il faut toujours travailler à la beauté de la chose. Ne travaillez pas à faire reculer vos camarades. Ne travaillez pas à faire reculer ceux qui, à un moment donné, ont assumé leurs choix et leurs responsabilités. Mettons-nous ensemble pour porter le flambeau pour que notre pays puisse continuer à espérer et pour que nos concitoyens aux confins du Mali puissent découvrir de nouvelles raisons d'espérer. Je vous remercie. Merci. Donc, ce sont donc sur ces notes d'espoir que nous allons mettre fin à ce parcours de votre train. Et voilà, ce train si spécial qui, en tout cas, se tenait aujourd'hui et de façon, en tout cas, exceptionnelle. Et cela, dorénavant, retrouvez-nous tous les derniers jeudis du mois au restaurant La Pirogue. Nous serons là. Que vous ayez une invitation ou pas, venez nous voir. Nous serons là pour vous faire découvrir d'autres ouvrages. Merci infiniment à notre cher auteur, M. Nonsar, membre du CNT, président du parti FAD. Merci en tout cas à toute la grosse équipe de La Pirogue. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Clin d'œil à Kwasi Ouzan et à toute son équipe. Merci. Et le cocktail tout à l'heure est en bas. Merci, au mois prochain. Au revoir.